Monsieur le préfet, bien évidemment, monsieur le représentant de la région, monsieur le sénateur, j'ai aperçu le sénateur Navarro, pardon, madame et messieurs les conseillers départementaux. Après, je vais arrêter là, sinon après la scène sera pleine et il n'y aura plus personne en face. Pardon ? Ah, mais c'est à vous hein, de vous présenter. Si, il y a des femmes, il y en a où elles sont. Ah non, mais je suis. Laissez passer. En plus, il n'y en a qu'une qui est valide, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont un peu sur le flanc. Alors, Marie-Christine est là. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, en cette période de vœux qui nous occupe, tout le mois de janvier, c'est bientôt fini. C'est cerné là. C'est là où il y a l'argent, mais nous on est bien parce que, monsieur le préfet, on est à 20,10% de logements sociaux. Super. Hein, donc, c'est pas peine de le garder à l'œil. Hein. Donc je disais, tout le mois de janvier, il est d'usage de se souhaiter, avant toute chose, puisque cela ne conditionne tout le reste, une bonne santé pour l'année qui débute. Alors, mes chers amis, je commencerai par là, que 2019 permette à chacune et chacun d'entre vous d'avoir la meilleure santé possible. Cela conditionnera en grande partie tout le reste, épanouissement personnel et réussite professionnelle, bonheur et douceur pour l'année qui vient. De santé, il est ici beaucoup question dans ce lieu emblématique de cette agglomération méditerranée, les thermes de Ballaruc-les-Bains. Je remercie le maire, Gérard Canoas, les élus et tout le personnel de nous accueillir pour ces vœux dans cet équipement ultramoderne inauguré en début de mandat. Équipement dont l'agglomération est fière d'être partenaire, puisque nous faisons partie du tour de table de la société publique locale, cette organisation originale et très efficace mise en place par Gérard Canoas, devenu d'ailleurs un expert en la matière des SPL. Équipement, puisqu'il est question de santé, entièrement dédié au bien-être des dizaines de milliers de curistes qui le fréquentent chaque année, ce qui fait de Ballaruc-les-Bains la première station thermale de France et l'un des plus gros pôles d'emploi et locomotives économiques de notre territoire, avec plus de 1000 emplois directs et indirects découlant de l'activité thermale. Le maire nous l'a détaillé lors de ses vœux municipaux l'autre jour. Les projets ne manquent pas pour diversifier et favoriser la montée en gamme dans ce domaine d'ailleurs. Et on ne peut que féliciter l'équipe municipale d'un tel dynamisme. Dynamisme dans lequel cette agglomération méditerranée s'inscrit entièrement, puisque nous participons du bel essor de cette station située dans notre cœur d'agglo, poumon économique du territoire. Nous l'accompagnerons aussi bien pour le futur centre de remise en forme que pour le stade d'athlétisme et autres équipements en projet. Des projets qui sont au cœur de la candidature que nous portons auprès des autorités avec la métropole de Montpellier et l'intercommunalité aveyronnaise de Millau pour obtenir le label base arrière des Jeux Olympiques 2024. Elle permettra de jouer la complémentarité des territoires pour attirer ici les meilleures équipes et sportifs de diverses disciplines. Ce n'est pas pour rien si l'Aglopole organise, pas plus tard que demain, à Ballaruc-les-Bains, ici même, sous sa 3e édition, le forum Sport Santé, qui, autour du nageur médaillé olympique Yannick Agnel, évoquera avec les meilleurs spécialistes nationaux les interactions entre le sport, le corps et la guérison, des thématiques porteuses en ces périodes de vœux. La santé, disais-je, la santé et le sport. Voici de bien beaux enjeux dont s'est saisi notre agglo depuis maintenant quelques années en se dotant de la compétence des piscines qui permet aux habitants de nos 14 communes que
plus aucun scolaire du bassin de Thau ne soit privé de cours de natation. La vice-présidente Magali Ferrier, vous voyez, il y a des femmes quand même. Ah bah c'est Magali, où tu es? Ah bah c'est là. Est particulièrement attentive à cela et avec les services d'agglomération, je salue son investissement et son écoute pour permettre à tous les nageurs du territoire de se voir proposer les meilleures conditions. 2019 verra l'achèvement des travaux du centre balnéaire Foncaerne qui dotera enfin le territoire de la piscine de dimension olympique qui lui manquait tant et dynamisera la candidature pour les Jeux que j'évoquais à l'instant. Et elle verra le lancement aussi du projet du centre aquatique de Gijan, voté par les élus pour rééquilibrer l'offre au nord du territoire, en particulier après la fusion que M. le Préfet nous a imposée en tout début de mandat. Suivront les équipements de Metz. En principe, je ne loupe pas à chaque fois. Poum. Il y a droit. Suivront les équipements de Metz et Frontignan, conformément au plan piscine contenu dans le plan pluriannuel d'investissement de l'agglo. Vous le voyez, le sport, la santé sont au cœur des préoccupations de notre collectivité. Et nous nous donnons les moyens par une politique d'investissement ambitieuse pour que cela ne se limite pas à de belles paroles. Si l'élément aquatique est emblématique d'un territoire dont l'identité et le dynamisme économique se sont construits sur ses ressources maritimes, lagunaires et thermales, une bonne santé se cultive aussi sur la terre. Alors félicitations d'ailleurs pour l'éclairage, parce que la lumière bleue, on a l'impression d'être déjà dans un aquarium. Non, parce que de loin, on voit que c'est que du bleu. Le territoire sport-nature que nous avons pour ambition se décline sous tous les angles, et les projets balarucois basés sur la tradition ancestrale liant sport et terme n'en est qu'un des emblèmes les plus prestigieux. Mais les sentiers de la Gardiole au sud, à ceux de l'Amour au nord dont nous avons désormais la charge et dont le plan de gestion débutera cette année, des lidos de Sète à Marseillan, de Frontignan à Vic, nous aménageons des circuits de vélo ou randonnée en lien avec des partenaires associatifs ou institutionnels pour que les amateurs de terre ferme ne soient pas en reste. À ce sujet, au réalisé et à la vingtaine de kilomètres en cours d'aménagement dédiés à la découverte à pied ou en vélo de notre extraordinaire paysage lagunaire et des villages qui le bordent, s'ajouteront dans les années à venir les maillons manquants pour un itinéraire apaisé sur les 55 km du pourtour de notre lagune. Je vais donc vous donner quelques chiffres qu'à mon sens, on ne peut plus accepter. En 2019, dans un territoire comme le nôtre, ils sont issus du plan local de déplacement urbain 2020-2030 que nous mettons en route cette année. 260 000 déplacements quotidiens se font ici en voiture individuelle, dont 70% ne comportent qu'un conducteur, à un tiers pour des trajets inférieurs à 2 km. Les habitants passent en moyenne 1 heure par jour à se déplacer dans des trajets inférieurs à 7,5 km. N'en jetez plus, de gros efforts ont été faits ces dernières années avec des résultats satisfaisants. Et nous venons en effet d'avoir les chiffres que je peux vous donner en avant-première, puisque notre réseau de bus a pour la première fois en 2018 franchi la barre des 3 millions de passagers, soit 330 000 de plus que l'année précédente, dont 110 pour les lignes nouvellement créées en 2018. Cela représente plus de 800 000 passagers de plus qu'il y a 8 ans. Excusez du peu quand même. Cela doit nous encourager à passer à la vitesse supérieure et à être toujours plus innovants. Et je sais pouvoir compter sur la détermination du vice-président à la mobilité, je ne sais pas où il est là, Norbert Chaplin, mais aussi de tous ses collègues, car chaque délégation, vous l'avez compris, est particulièrement concernée. Ainsi que sur la dynamique et créatif conseil de développement de cette agropole Méditerranée, très investi sur cette question. Infléchir de telles pratiques revient à actionner plusieurs leviers. Elle revient d'abord
à intensifier les aménagements en sites dédiés et mobilité douce, à l'image du chantier qui débutera cette année sur la départementale des Deux, entre Sète et Deux-Balaruc, en attendant, je l'espère, l'aménagement du même type absolument indispensable sur le boulevard Verdun-Blanc à Sète, voie départementale qui dessert nombre d'équipements publics pour laquelle j'espère que le conseil départemental, Madame la conseillère, acceptera un tour de table plus équilibré pour le financement. Mais comme l'écrivait le philosophe Alain, si le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Et de la volonté sur ce sujet, comme sur bien d'autres, j'en ai à revendre. Retrouver la raison sur les mobilités revient aussi à pratiquer un urbanisme de proximité, rapprochant les espaces d'habitation des services, des commerces et de l'emploi, bien évidemment. Je rappelle que les questions de mobilité et ses contraintes ont été le détonateur du gigantesque ras-le-bol qui a secoué la France dès la fin de l'année dernière, notamment dans les communes rurales. À côté du triangle urbain central où nous sommes aujourd'hui, ce soir, la pression foncière doit être maîtrisée sur le bassin versant de l'agglomération autour de Metz, une commune qui a cependant vocation à devenir un deuxième pôle central urbain doté d'équipements et de services qui lui procureront une meilleure autonomie. La vocation villageoise et agricole des communes environnantes devant pour sa part être valorisée. L'agriculture, et j'y inclus bien sûr d'une manière différente les activités congénicoles, est en effet soumise à une pression foncière soutenue due à l'attractivité de notre territoire. Sous la houlette de son vice-président Michel Garcia, délégué aux activités agricoles, l'Aglopole se donne les moyens d'enrayer cette spirale et de stabiliser le potentiel foncier agricole. Ceci dans une filière qui représente plus de 300 exploitations professionnelles constituées à 80% d'exploitations viticoles qui façonnent l'identité de notre territoire dans sa dimension terrienne. La veille foncière débutée en 2018 avec la SAFER ou le développement du prêt à taux zéro pour soutenir les installations agricoles et la relève dans les exploitations font partie des outils que nous actionnons pour aboutir. Et comme l'indique notre SCOT, le territoire dispose d'un potentiel foncier de 140 hectares de friches industrielles à reconquérir pour enrayer le mitage d'espaces agricoles et naturels. Les espaces naturels entre mer, garrigues, lagunes et zones humides, avec un double front littoral mer-étang qui compose 70% de notre espace, font que le bassin de Thau a tous les atouts pour devenir un éco-territoire. Un territoire pilote, comme il peut l'être en matière de gestion de l'eau aux portes de la métropole de Montpellier-Rennes. Parallèlement, dans l'espace urbain de cette frontière en Balaruc, les maîtres mots du programme local de l'habitat 2018-2023 sont le renouvellement urbain sur les centres anciens, une production équilibrée et diversifiée alliant habitat durable et mixité sociale et lutte contre la ségrégation spatiale. Toujours sur la mobilité, j'évoquerai un autre levier d'amélioration, et vous savez que c'est un peu mon dada, car j'y reviens dès que j'en ai l'occasion, avec des discours, mais aussi avec des actes concrets, même si je voudrais toujours aller plus loin, plus vite ou plus fort. Vous l'avez peut-être deviné, je veux parler des navettes maritimes et du formidable, je sais qu'il y a quelqu'un là-bas qui écoute, et du formidable atout que constituent nos plans d'eau pour booster une mobilité éco-responsable, ludique et créatrice d'emplois, comme a pu encore nous le montrer notre récente visite sur le lac Léman avec quelques maires et le Conseil de développement. La densification du transport maritime de passagers, en alternative à d'autres modes de transport en commun, est un impératif. Nous le pratiquons depuis plusieurs années sur la commune de Sète, dès l'arrivée des beaux jours. Nous avons commencé à le mettre en place
à Marsillan cet été, avec un service qui va être doublé à l'été 2019. Et nous le pratiquons à titre expérimental, mais avec un grand succès aussi, à travers l'étang de Thau, notamment lors du festival de Thau, dont je salue la directrice. Mais les liaisons interbassins entre Sète, Ballaruc, Metz et Bouzigues sont au cœur de notre projet de territoire et elles devront trouver une réelle traduction dans les années à venir. C'est pourquoi nous entendons bien mettre cette thématique au centre de la future délégation de services publics que nous sommes en train de préparer pour l'année 2020. En période de vœux, après les traditionnelles paroles de bonne santé, on émet souvent des souhaits de bonheur et de prospérité. Et pour passer des simples souhaits à la réalité, là aussi, l'Aglopole dispose de quelques outils. Si j'évoquais la santé du corps en introduction, je n'oublie pas celle de l'esprit, si indispensable au bonheur et à l'épanouissement. Mens sana in corpore sano, comme aurait dit, paraphrasant le poète Juvénal, les habitants de notre villa gallo-romaine de Loupian. Cher au maire et vice-président au patrimoine Alain Vidal, ce musée, les Augustales, qui auront cette année une nouvelle ampleur, comme les autres établissements culturels de cette Aglopole-Méditerranée, contribue à cet esprit sain et à cette satisfaction intellectuelle que prodiguent les lieux de culture. Cette année verra l'achèvement du grand chantier du conservatoire intercommunal à l'entrée de Sète, dont les contours portant la prestigieuse signature de l'architecte Ricciotti commencent à se dessiner. À la rentrée, c'est un conservatoire dont la capacité sera passée de 1300 à 2000 places, dont bénéficieront enseignants et élèves, bien sûr, de tout le territoire, ainsi que de 2 auditoriums dernier cri de 150 et 400 places. Pour la culture, vous le voyez, 2019 sera radieuse. Comme le sport que j'évoquais précédemment, la culture, un levier d'évolution sociétale autant que de développement économique, est le marqueur d'une identité partagée au cœur du projet de territoire. Ils sont aussi au centre de notre attractivité touristique, secteur qui, je le rappelle, représente 40% de la richesse produite dans une ville comme Sète. Vous comprendrez donc aisément, et ce n'est pas la vice-présidente déléguée au tourisme, Yann Rosé, qui me démentira. Bon, elle n'est pas là ce soir parce qu'elle est clouée au lit par un mauvais virus. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui l'a donné à Lucien Labitte, mais enfin, ils ont à peu près le même virus avec la température, des vertiges. Je crois que c'est des norovirus qui sont assez fréquents à cette période de l'année. Ça, c'est le côté médical qui parle. Que l'on doive concentrer tous les efforts pour favoriser une montée en gamme associée à la richesse du patrimoine culturel, architectural et naturel de notre territoire. Nous le ferons autour des sites communautaires, à proprement parler, mais aussi en valorisant nos sites patrimoniaux remarquables comme les abbayes de Valmagne à Villeveyrac ou Saint-Félix de Gijan, ou encore les villages en circulade et la chapelle des pénitentes de Metz, où les efforts et l'énergie de tous, et en premier lieu de l'association, viennent d'être récompensés d'ailleurs d'un label et surtout d'importants financements d'État pour sa réhabilitation. Bravo donc pour le dévouement que vous mettez au service de ce beau territoire. Bravo pour l'amour dont vous ne cessez de donner des preuves en vous investissant au service de son développement. En matière touristique, la labellisation Grand Site Occitanie obtenue par la commune de Sète a eu l'effet positif de mettre en place un processus de concertation à l'échelle de tout le bassin. Celle-ci permet d'envisager une démarche Grand Site de France du bassin de Thau dans sa globalité au titre de ses paysages, parallèlement au travail mené sur la mise en valeur du patrimoine immatériel et de l'étang et des traditions maritimes, avec en ligne de mire, bien évidemment, vous l'avez compris, un classement UNESCO. Les vœux qu'on s'adresse usuellement, ce sont aussi des vœux de prospérité, et c'est par là que je veux en finir, car qui dit prospérité dit développement économique, et c'est là l'une des missions majeures de notre agglo qui doit franchir un nouveau cap en la matière. On ne peut pas laisser croire, comme un certain discours ambiant le laisse entendre, qu'il est possible
de distribuer des richesses sans en créer au préalable, que le progrès social peut s'affranchir du progrès économique. Prétendre le contraire relève de l'escroquerie intellectuelle. Cette aglopole Méditerranée doit certes opérer un bon équilibre entre protection de l'environnement et développement urbain et économique. Mais l'environnement lui-même doit générer lui aussi de l'économie. C'est pourquoi l'économie bleue est au cœur de nos projets, et notamment les pépinières pilotées par le vice-président Yves Michel, qui vont tirer parti de notre environnement pour créer de la richesse. Et comme elle le fait pour le projet Célimer, qui allie le monde de la recherche à celui de l'économie, l'Aglopole soutient une dynamique de recherche appliquée à une ambition économique. À ce sujet, des compétences élargies dans l'enseignement supérieur et la recherche permettront, comme il est écrit dans notre projet de territoire, de susciter une meilleure interface entre la recherche et le tissu économique local. Comme l'AGO doit favoriser la libération des espaces stratégiques à proximité immédiate du port, qui est le premier pourvoyeur d'emplois de notre territoire. 2019 verra se poursuivre la réhabilitation des zones économiques que l'agglomération a repris à sa charge depuis 2014, après l'achèvement l'année dernière de celle de Gijan et Marseillan en matière commerciale. Le grand projet demeure, vous l'avez compris, non loin d'ici, la requalification du site de Ballaric-Loisirs, projet retardé pour cause de fusion, mais dont l'objectif d'enrayer l'évasion commerciale par l'extension d'une zone très accessible demeure pleinement d'actualité. Vous le voyez, et je suis loin d'avoir été complet, cette aglopole Méditerranée ne manque pas d'ambition ni de projet. Je pourrais détailler chacun d'entre eux, mais je m'en abstiendrai pour laisser du temps à l'échange direct avec nos vice-présidents et nos élus. Nous sommes le 30 du mois, car nous avons voulu attendre qu'en cette dernière année de mandat où ces vœux revêtent une forme traditionnelle, tous les maires puissent auparavant présenter leurs vœux communaux et détailler leurs projets. Chacun ici a reçu un tel lot de vœux, de souhaits de santé, de bonheur et de richesse, que d'ici fin 2019, nous devrions avoir que des millionnaires épanouis et particulièrement pimpants. Plaisanterie mise à part, je voudrais juste vous préciser que cette aglopole Méditerranée, malgré une capacité de désendettement un peu amoindrie après la fusion et une dotation de l'État par habitant quasiment divisée par 2 entre 2013 et aujourd'hui, on conserve, grâce à une bonne gestion des finances, à la hauteur de l'ambition de ces nombreux projets. Et au moment où j'évoque ces chiffres, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour notre regretté Antoine de Rinaldo, premier vice-président, et monsieur Finance de la ville de Sète, et puis de l'Aglo depuis 2001, qui nous a quittés l'an dernier. Cette rigueur financière qu'il incarnait nous permettra d'investir en 2019 pas moins de 40 millions d'euros, avec une capacité d'endettement du budget agrégé qui demeure inférieure à 5 années, et une évolution des dépenses de fonctionnement de 0,58%, bien en dessous de la limite d'évolution de 1,2% préconisée par l'État. Depuis quelques années, l'agglomération, outre ses missions réglementaires comme la collecte ou le transport public, est devenue une structure porteuse de projets pour inscrire l'humain au centre des ambitions du territoire. Outre les projets propres au titre de ses compétences, toutes les communes bénéficient d'importants fonds de concours communautaires équivalents, quelle que soit leur taille, pour mener à bien leurs projets. Et durant ce mandat, et à périmètre constant, c'est autant que sur les 2 mandats précédents qui ont été investis pour soutenir les projets communaux. Ce sera même 2 millions de plus en 6 ans au terme du mandat, avec 11 millions d'euros investis en fonds de concours pour les communes, contre moins de 3 millions sur le mandat précédent. Dire que certaines communes ne bénéficient pas ici de l'apport de l'intercommunalité relèverait de la blague de mauvais goût ou d'une ignorance totale de son véritable fonctionnement. L'intercommunalité
est le fruit de personnes et de communes de nature très différentes qui s'unissent pour travailler ensemble à l'intérêt général. Nous représentons une structure de coopération entre les communes unies autour d'un projet de territoire à l'horizon 2040 que les élus ont adopté à l'unanimité fin 2018 conformément au calendrier que nous nous étions fixés. Un projet dont vous trouverez le détail sur nos divers supports numériques ou papier, mais qui articule une vision commune autour d'axes structurants déclinés par thème. Il promeut un développement équilibré du territoire alliant progrès social, efficacité économique et protection de l'environnement. Nous pouvons nous féliciter de la démarche novatrice adoptée pour élaborer ce projet qui a associé élus des 14 communes et représentants de la société civile désignés au sein du Conseil de développement. Et c'est d'un vrai dialogue et de nombreuses rencontres et échanges qu'il est né dans une période où le débat se limite souvent à un pouce en l'air sur Internet ou en bas, ce qui est particulièrement désolant. Ce travail de groupe sera pérennisé puisque l'enthousiasme est tel que les contributeurs ont souhaité continuer à suivre l'avis et la mise en œuvre progressive de ce projet. C'est sur ce vrai signe de vitalité démocratique et citoyenne que je souhaitais conclure cette intervention en réitérant à chacune et chacun d'entre vous, au nom des 50 élus de cette aglopole Méditerranée, des vœux de santé, de bonheur et de réussite auxquels, comme j'ai essayé de vous le montrer, notre structure apporte, je l'espère, sa petite pierre. Merci. J'entendais des ouf, mais attendez, c'est pas fini. Ne démarquez pas. Ne démarquez pas, parce que maintenant, avant de passer au pot traditionnel de la convivialité, cette année, nous avons encore innové dans ce domaine-là. Cette année 2019, alors que notre structure regroupe désormais toutes les communes du pourtour de l'étang, j'ai décidé de créer la distinction d'ambassadeur de cette aglopole Méditerranée. Et avec les vice-présidents directement concernés, dans leur délégation ou dans leur commune, nous allons donc remettre ces premières médailles à 3 grandes personnalités emblématiques du bassin de Thau, dans des secteurs totalement différents, vous allez voir. Et j'appelle dès à présent le premier d'entre eux à nous rejoindre, M. Luc Routier. Et je crois qu'il va y avoir un petit film qui va présenter le travail que M. Routier a effectué sur l'abbaye Saint-Denis de Monceau. Je suis Luc Routier, un Sétois d'origine. Je suis président fondateur de l'association de l'abbaye Saint-Félix de Monceau que j'ai commencé à restaurer en 1970. Ouais, je suis Sétois, puis j'ai émigré à Frontignan pour X raisons. Donc à partir de là, bon, cette Frontignan, Gija, je fais un peu tout le bassin d'Auto, quoi. Un Sétois m'a dit justement à l'époque, Luc, si tu fais rien, il y a une vieille abbaye en haut de Gija qui va s'écrouler, va voir. Donc je suis venu ici. À partir de là, ça a été, disons, je n'ai pas le coup de foudre, j'aime pas ce mot, mais un amour profond entre le monument et moi. Mais ce monument, d'une part, est situé sur le haut de la Gardiole, et on a un panorama exceptionnel. Hein, on voit de partout. Et il attire parce qu'il est au milieu aussi de la forêt. Et puis, d'autre part, j'y attache une grande importance au niveau historique et archéologique. Ce monument a une âme, d'autant que beaucoup de gens qui viennent ici me disent certaines choses qui sont un peu anormales, disons, car ils ressentent beaucoup de vibrations, beaucoup de bien, ils sont heureux ici. C'est le projet d'une vie, tout à fait,
Moi, je pense que ce que je fais et ce que j'ai fait, c'est pour les générations futures. Venir ici, ça veut dire voir le panorama qui est exceptionnel, voir les pierres et les monuments qui sont beaux. J'ai consacré plus de temps à la vie qu'à la maison. Ici, c'est le territoire de Thau. Alors je vais appeler Francis Vogt, le maire de Gijan, vice-président de cette agropole Méditerranée, aux espaces naturels, et Alain Vidal, vice-président délégué au patrimoine, maire de Loupian, qui vont rajouter peut-être quelques mots sur ce site et ce travail extraordinaire que M. Routier a effectué sur cette abbaye qui, vous l'avez vu, ça vous a donné, j'espère, l'envie d'aller voir, marcher dans la garrigue pour voir les points de vue. Ils sont absolument extraordinaires. Alors, 48 ans, ce n'est pas quelques mots. Monument emblématique de notre territoire, l'abbaye Saint-Félix de Monceau se dresse fièrement sur les collines de la Gardiole. À ses pieds, la plaine qui s'étire de Fabrègues à Poussan, le bassin de Thau, et face à elle, les collines de l'Amour. Sa position stratégique dominant un axe de passage entre l'Est et l'Ouest en a fait sa force et a contribué à sa prospérité, mais aussi à sa faiblesse en l'exposant à tous les dangers. Et c'est ainsi qu'après une série de malheurs, la peste, les passages des grandes compagnies, des bandes de routiers, pillant, tuant et incendiant l'abbaye, que les moniales se décidèrent en 1514 d'abandonner les collines pour se réfugier derrière les remparts de Gijan. En portant ce nom de routier, Luc n'était-il pas prédestiné à relever de ses ruines l'abbaye? À la fin des années 60, le hasard le mena sur les collines de la Gardiole et le guida jusqu'à des ruines. Subjugué par le site, envahi par une folle envie de faire quelque chose pour sortir de l'oubli le monument et réécrire son histoire, Luc en est redescendu avec des idées plein la tête. En 1970, Luc Routier créa l'association de sauvegarde. À cette époque, il ne pensait pas qu'il y consacrerait toute sa vie au sacrifice de beaucoup de choses. Et depuis, sans relâche, avec ses proches et quelques bénévoles, il releva la belle endormie, pierre par pierre. Aujourd'hui, je voudrais associer à cette reconnaissance sa femme Marie-Claire, ici présente, et son fils Guillaume, qui l'ont toujours soutenu, et pourtant, l'abbaye avait pris une place si envahissante au sein de la famille. Pour ceux qui n'ont pas connu le site à cette époque, seule une partie de l'église gothique émergeait d'un monticule de pierres éparses, du buisson et même un vénérable figuier trônait au milieu de l'église. De grandes brèches perçaient les façades. Le parvis, la chapelle romane, le cloître et les différentes pièces de l'ensemble avaient disparu sous l'accumulation de terre, de pierres et de végétation. Et au milieu, un trou béant rappelait l'emplacement d'une citerne. Que de labeur, que de courage et d'entêtement, avec aussi des moments de découragement, car pendant longtemps, son entreprise n'était pas reconnue par les locaux. Mais Luc ne se décourage pas comme ça. Il sut convaincre les mécènes, glana quelques prix, et les nombreuses animations, dont les fameux sons et lumières, lui permirent d'abonder son budget, ce qui facilita l'intervention d'entreprises spécialisées. Aujourd'hui, certains experts sont critiques quant à certaines restaurations pas trop conventionnelles et font abstraction de l'immense travail accompli. Quelle ingratitude! Mais ceux-là ne marqueront pas l'histoire. J'ai quand même retenu une phrase remarquable d'une personnalité que j'ai eu le plaisir d'accompagner sur le site le 29 janvier 2015. Monsieur le préfet de région, Pierre de Bousquet, je l'avais préparé à voir quelques murs élevés provisoirement un peu conformes aux règles des monuments historiques. Et il me dit « Monsieur le maire, en France, s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait plus de patrimoine. » Et il loua le travail accompli par Luc et ses compagnons. Aujourd'hui, l'abbaye est devenue un lieu incontournable de la Gardiole et très prisé.
Elle draine un public nombreux, notamment pour ses jardins. La ville de Gijan aide bien dans l'association, mais n'a pas les moyens pour investir dans un projet ambitieux. Et c'est ainsi que cette aglopole Méditerranée a accepté de prendre en charge le destin de l'abbaye. Avec sa puissance financière, matérielle et l'expertise technique avec la DRAC, pour en faire un haut lieu culturel et patrimonial. D'abord sceptique, frileux, méfiant, craignant d'être exclu, Luc et les membres de l'association ont compris que c'était l'avenir de Saint-Félix. Intégré dans le comité de pilotage, l'association apportera son expérience. Parallèlement, les bénévoles continueront à entretenir le site et les jardins et proposeront des animations. Merci Luc, merci les bénévoles pour votre œuvre. Alors, il m'appartient de dire un petit mot au sujet du patrimoine. Je n'ai plus rien à dire. Mon collègue a tout dit. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. En tant que vice-président chargé du patrimoine au sein de cette aglopole Méditerranée, archipel d'Otto, on y tient, j'ai l'honneur et la fierté de prendre le relais de M. Routier à destinée de l'abbaye de Saint-Félix de Monceau. Avec l'aglo, la DRAC, aidée par l'association que dirige M. Routier, nous allons, dans la concertation, c'est un mot qui est à la mode, souvent, continuer leur œuvre. J'espère, mais sans trop y croire, être avec vous dans 48 ans, imaginez le temps, 48 ans, pour recevoir à mon tour cette médaille. Monsieur Routier, j'ai le plaisir, et Monsieur le Président vous l'a remise, de cette médaille de l'aglo, pour le travail accompli au service du patrimoine au cours de ces 48 dernières années. En un mot, merci, Monsieur Routier. Alors, je vais maintenant demander à la deuxième attributaire de cette médaille de nous rejoindre. Il s'agit de Madame Monique Tessier, présidente du bien connu Festival de Thau, qui enflamme nos communes chaque été. Là aussi, je crois qu'on a un petit film qui va présenter un peu ce Festival de Thau, si besoin, en été. Et ensuite, je passerai la parole, bien évidemment, à Christophe Durand, vice-président aux affaires culturelles de l'Aglo, et au maire de Metz, et bien évidemment, vice-président Henri Fricou. Je suis Monique Tessier, je suis la présidente de l'association qui organise le Festival de Thau depuis 29 ans. Ce festival est né en 1991. Il s'appelait d'ailleurs Festival de Jazz à la sauce mésoise. Et il était d'ailleurs derrière nous, nous avons la capitainerie et le premier festival a eu lieu ici. On a toujours eu l'idée de mettre les scènes au plus près de l'eau pour essayer d'être au plus près de cet étang, de la lagune. Et ensuite, au bout de 8 ans, nous sommes venus sur ce lieu où nous sommes, où nous avons 5000 m² qui est équipé pour recevoir vraiment de grosses têtes d'affiche. Alors aujourd'hui, on en profite sur le nord essentiellement, qu'on ouvre avec Bouzigues, Montbazin, l'abbaye de Valmagne, Villeveyrac et Metz. Depuis à peu près 12 ans, nous avons vraiment développé l'éco-responsabilité et on a à cœur vraiment de tout montrer de montrer comment on peut le préserver. Et donc on s'est beaucoup engagé, énormément engagé sur l'écologie. Au départ, il n'y avait personne. Pendant 10 ans, on a porté ce festival à plusieurs, bien sûr. Et là, depuis aujourd'hui, nous avons 4 personnes embauchées sur la structure. Et ça, c'est quand même une fierté aussi d'avoir réussi à créer 4 emplois. Et moi, je trouve que ce territoire, il a quelque chose sur le plan culturel d'extraordinaire. On a travaillé avec les institutions sur un projet justement de territoire pour relier les villes et aussi faire venir des artistes de renom pour mettre la lumière sur ce territoire. Et nous, on a joué cette carte-là pour le défendre. En fait, c'est un festival de cœur. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Cela fait maintenant 29 ans que le Festival de Thau jette l'ancre sur les rives du nord de notre lagune. Avec son équipe de bénévoles et de personnel pérenne, Monique Tessier consacre un temps et une énergie incroyables
pour cet événement indispensable et pratiquement incontournable de notre territoire. Au-delà de la musique et des concerts qui vous sont proposés, cette manifestation est un rendez-vous engagé sur les thèmes de la préservation de l'environnement, sur les thèmes de la fraternité et du partage des peuples et des cultures. En tant que partenaire depuis le début de ce festival et pour avoir côtoyé pendant de longues années Monique Tessier, je dois vous dire que la définition du mot ténacité n'a plus de secret pour moi. Et c'est certainement pour cette raison que près de 3 décennies après sa création, malgré les difficultés qu'elle rencontre, les obstacles que subit chaque année ce festival, il est toujours là, il est toujours présent, il est plus vivant que jamais. Alors ma chère Monique, au nom de tous, je vous félicite et je vous remercie. Et je vous dis à quel point la reconnaissance de votre engagement pour ce festival est hautement méritée. Je vous remercie. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Madame Tessier, bonsoir, Monique. Effectivement, je peux reprendre les propos de mon collègue Henri Fricou. La ténacité, c'est un caractère, c'est une valeur qu'a Monique, parce que je connaissais les festivals avant d'être élu, je venais souvent, parce qu'il y a des très beaux plateaux, mais aussi parce que c'était pour moi le début des vacances. Donc, c'était un élément supplémentaire. Et depuis que je suis élu, sur Mireval et vice-président à l'Aglo, d'abord à Mireval, on a un beau centre culturel et le centre culturel intéresse Madame Tessier et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés les premières fois parce qu'elle a une volonté de développer hors les murs son festival et c'est une chose qui se passe très bien sur certaines communes autour de Metz et que nous souhaitons voir se développer, là je parle en tant que vice-président de cette aglopole Méditerranée, sur d'autres communes de l'aglopole. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons signé un contrat de 3 ans, pluriannuel, avec les partenaires institutionnels, et nous avons en quelque sorte fidélisé notre participation, ce qui prouve bien l'engagement de l'aglopole auprès de vous. Parce que franchement, je vous invite à venir autour du 20 juillet, je ne sais pas cette année, il y a de très bons concerts, c'est très agréable et c'est très, très beau à voir et ça fait du bien. Voilà, c'est en respect de l'écologie, c'est les pieds dans l'eau, c'est merveilleux. En tout cas, un petit détail quand même sur la vie professionnelle de Monique qui prouve bien son esprit. Monique Tessier a été principale du collège de Loupian depuis l'ouverture du collège. Et elle a réussi, avec le département et la ville de Loupian, à mutualiser le centre de documentation avec la ville de Loupian. Ce qui veut dire que la ville de Loupian a une bibliothèque municipale qui est dans le collège de Loupian. Je trouve que c'est une très belle initiative. Elle a apporté cette initiative auprès des instances. Je crois que c'est André Vézinet, alors président du département, et le maire de l'époque de Loupian, qui ont mené le projet à bout, ce qui fait que Loupian peut profiter de son collège pour la bibliothèque. Voilà, c'est la mentalité aussi de Monique Tessier. Un grand merci à vous. On continue et on n'arrête pas. Merci. Je veux bien dire un petit mot. Tout d'abord, Monsieur le Président, Monsieur Comène, merci beaucoup. Merci aux élus de l'Aglo. Je suis très touchée par cette reconnaissance et cette confiance dans cet événement, dans ce projet que l'on porte depuis de nombreuses années, comme vous l'avez compris, qui est un projet à la fois culturel, artistique et écologique. C'est aussi l'engagement citoyen qui est honoré aujourd'hui. Et franchement, je ne sais pas qui a eu l'initiative, c'est une excellente initiative, Monsieur le Président. C'est vraiment bien que l'engagement citoyen dans un territoire, effectivement, soit honoré.
Et c'est vrai que moi, personnellement, je suis fière de travailler dans ce territoire que l'on défend avec beaucoup de passion, et fière aussi de travailler avec cette aglopole qui est déjà fortement engagée sur la transition écologique. Et pour moi, c'est extrêmement important. Je vous avoue franchement que je suis extrêmement convaincue sur ces valeurs-là, et je pense qu'il faut agir maintenant, et qu'on n'a plus trop le temps d'attendre. C'est pourquoi cet été, nous avons décidé d'organiser une soirée entière autour de l'urgence écologique, avec de très nombreux artistes nationaux qui viendront pour cette soirée particulière. Et au bord de la lagune, comme ça a été dit, c'est un lieu magnifique que l'on défend. La ville de Metz a ce lieu absolument exceptionnel, au bord de la lagune, de 6000 m². Et c'est un village qui est construit à ce moment-là. En tout cas, c'est vrai que c'est avec passion. Et je remercie vraiment tout le monde pour cette médaille et pour cette reconnaissance. Merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, il faudra y aller en navette maritime, ou alors si vous avez bateau individuel, vous pourrez y aller directement en bateau individuel. Une dernière personnalité distinguée ce soir, à travers lui, toute une action au service de l'économie du bassin de Thau depuis de très nombreuses années. Je veux parler de Roger Varoviev, président d'Initiative Thau, qui va nous rejoindre pendant que le film est lancé. Et ensuite, c'est Yves Michel. Initiative Thau, en fait, c'est une rencontre. L'idée était de créer une structure qui pouvait accompagner dans la reconversion professionnelle et dans la création d'entreprises un public aujourd'hui qui se retrouvait sans emploi. On m'a proposé à un moment d'animer cette structure, de la présider. Il m'a semblé important que le monde de l'entreprise s'implique aussi dans cette action-là d'intérêt général. L'aventure a commencé sur les cantons de Sète et de Frontignan. Le bilan, on est très fiers, plus de 500 entreprises soutenues, créées, dont plus de 90% ont passé le cap des 5 ans. C'est plus de 1500 emplois créés. Nous sommes près de 100 membres au niveau de l'association qui nous intéressons de façon très pragmatique à ce développement économique local. Voilà, nous entretenons des relations avec Aglopole qui sont idéales. Nous sommes hébergés dans ces locaux, nous sommes aujourd'hui en connexion constante avec le service développement économique. On est un atout ou un outil dont dispose l'Aglo aujourd'hui pour mieux analyser ses besoins et mieux analyser les attentes en termes de création d'entreprises. Ce territoire se développe et rayonne le plus possible et rayonne avec une population de créateurs d'entreprises surtout détendus et heureux. Il y a aujourd'hui des spécificités, il y a une culture, il y a une créativité très forte sur ce territoire et il est important de promouvoir tous ces aspects-là. Michel, vice-président au développement économique, maire de Marseillan. Je donne la médaille après. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je tiens tout d'abord à vous prier d'excuser Madame Eliane Rosé, vice-présidente, qui devait avec moi prendre la parole pour remettre cette médaille et remercier Roger Varoviev pour tout ce qu'il a fait. Le film l'a rappelé et lui-même a rappelé ce qu'il a porté avec Initiative Thau sur ce territoire pour le développement, la création d'entreprises. Je crois que c'est vraiment un élément important et je serai très, très bref, mais Roger Varoviev, c'est la passion d'entreprise, c'est la passion d'entreprendre. C'est une passion qu'il a su transmettre chez lui, dans sa famille. C'est une passion qu'il a su transmettre à de très nombreux franchisés. Et il a également transmis cette passion auprès de ces jeunes, souvent, moins jeunes parfois, qui sont venus rencontrer Initiative Thau, l'ensemble des partenaires qui travaillent, qui ont adhéré à cette association et qui aident à la création d'entreprises. Non seulement à la création, mais à l'accompagnement. Et je crois que c'est ce qui est
particulièrement remarquable dans cette association. Il avait, tout à l'heure, le président a dit, cher François, j'ai écouté avec, comme vous tous, beaucoup d'intérêt le discours du président. Il a dit « j'ai de la volonté et j'ai de la volonté à revendre ». Eh bien, Roger, lui, il a de la volonté à donner. Parce que l'ensemble de ces personnes qui constituent Initiative Taux, eh bien, donnent de leur temps, ces chefs d'entreprise, ces banquiers, ces notaires, ces avocats, ces agriculteurs qui viennent, qui étudient le dossier, qui accompagnent ces jeunes créateurs d'entreprises. Ils prennent beaucoup de temps sur eux, sur leur vie privée, sur leur vie professionnelle, pour pouvoir les accompagner. Les résultats sont là. Et nous, on en est très fiers. Initiative Taux, pour le bassin de Taux, eh bien, c'est une des très belles réussites que nous avons, et on est fiers qu'il puisse continuer à accompagner toutes ces personnes au travers de sa présidence. Et Roger, vous l'avez vu, quelqu'un de simple, qui a réussi vraiment une très belle réussite professionnelle, mais qui en même temps permet à tous ces jeunes qui, je l'espère, seront à sa hauteur, dans la poursuite de leur activité. Donc Roger, merci beaucoup au nom de tout le territoire, au nom de tous les créateurs d'entreprises, mais au nom de également tout le milieu économique de ce territoire. Merci beaucoup. Je suis très ému, très honoré, flatté par cette distinction. Elle récompense aujourd'hui un travail de 20 ans. Initiative Taux a été créée en 1998. Et Initiative Taux est née de l'envie de transmettre, de partager, de donner un sens à l'aventure de l'entreprise. Voilà, donc Initiative Taux, c'est une structure qui rassemble une centaine de membres, comme l'a précisé Yves, qui s'engagent avec beaucoup de motivation, d'assiduité, qui donnent de leur temps et qui donnent un sens à une pensée qui m'accompagne régulièrement, selon laquelle je considère que le rôle d'un chef d'entreprise est aussi d'assurer une mission sociale, une vocation sociale, donc une action citoyenne. Donc si les entrepreneurs existants peuvent aujourd'hui accompagner les entreprises nouvelles, accompagner l'innovation, accompagner l'envie d'entreprendre, il y a beaucoup de projets sur ce territoire. Il faut des femmes et des hommes pour les porter. Eh bien, si Initiative Taux peut apporter sa contribution, même modeste, eh bien, nous en sommes très fiers. Nous vous remercions de cette distinction. Je voudrais appeler Monique Tessier aussi pour qu'on fasse la photo des 3 lauréats de cette année 2019. Monique au milieu. À côté du président, toujours. On m'a coupé le sifflet, donc ils en ont marre. Donc le bar est ouvert. Bonne fête. Bring back.
Merci.